Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Depuis ce qu'on a appelé la crise migratoire en 2015, la question des réfugiés et des migrants est l'une des préoccupations principales de nos concitoyens. Elle se trouve par conséquent aussi dans les agendas des différents partis politiques. De nombreuses questions se posent par rapport aux personnes réfugiées. Faut-il accueillir toutes celles et tous ceux qui viennent demander l'asile chez nous et comment les accueillir dignement, comment les intégrer au mieux dans notre société? Autre question, les réfugiés représentent-ils un poids pour notre société ou au contraire une opportunité économique, sachant qu'aujourd'hui beaucoup de métiers sont en pénurie? Pour aborder ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités, un membre de Caritas International et un volontaire qui vont nous partager leur expertise et leur expérience de l'accompagnement des demandeurs d'asile. Gilles Knockaert, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable presse auprès de Caritas International Belgium. Vous nous parlerez notamment des enjeux actuels liés à l'accueil des réfugiés. Avec nous également, Eric de Brouwer. Bonjour. Bonjour, vous êtes ce qu'on appelle un body of réfugié, c'est-à-dire que vous accueillez une personne en demande d'asile, un jeune. Vous nous parlerez de votre expérience, vous nous direz comment se passe cet accompagnement. Pour commencer, nous allons nous rendre dans un centre de Caritas International qui accueille des femmes en situation de difficulté, qui ont demandé l'asile chez nous. Alors, comment accompagne-t-on ces femmes? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage réalisé par Corinne Owen et Jean-Louis Gios. Regardez. Alors nous, on accueille ici des femmes qui sont en demande de protection internationale, donc des femmes qui voudraient obtenir un statut de réfugié, qui ont fui leur pays pour avoir un statut de réfugié ici en Belgique. Elles ont la particularité d'être particulièrement vulnérables, soit parce qu'elles ont une maladie chronique, une maladie grave, soit parce qu'elles ou un de leurs enfants est porteur de handicap, ou il y a une vulnérabilité sur le plan social. Ce sont uniquement des femmes seules ou avec leurs enfants. On n'accompagne pas des familles. Notre objectif, c'est qu'elles sortent d'ici en étant capables de vivre en Belgique de manière autonome, dans un appartement, dans une maison, seules avec leurs enfants si elles en ont. Et donc on va les accompagner sur tous les plans, que ce soit de la gestion budgétaire, de la recherche d'emploi, de la formation, de la vie quotidienne à la maison, de l'adaptation à la Belgique, la vie administrative en Belgique, etc. Quelles sont les plus grosses difficultés qu'elles rencontrent, ces femmes ? Les plus grosses difficultés vont dépendre un peu du profil et de ce avec quoi elles arrivent ici. On a des femmes qui arrivent avec des maladies graves ou dont les enfants sont gravement malades et donc il va falloir apprendre à naviguer tout le réseau médical en Belgique par exemple pour ces femmes-là. D'autres arrivent avec des graves vulnérabilités sur le plan psychiatrique. Elles ont besoin de se reconstruire avant de commencer à chercher du boulot, etc. Elles vont avoir besoin de s'apaiser et de se sentir mieux. Elles ont des parcours d'exil qui sont quand même vraiment compliqués pour beaucoup. Pendant leur séjour, les difficultés, elles arrivent à différents moments selon leur parcours. Et puis, il y a la difficulté à la sortie. Quand elles obtiennent une décision positive de la part de l'État belge, et donc elles sont autorisées à rester sur le territoire belge, il va falloir trouver du logement. Et ça, c'est un des gros défis avec lesquels on est confronté pour l'instant. Trouver du logement en Belgique quand on est une femme seule ou une femme seule avec enfant, qu'on émarge au CPS, c'est compliqué. En fait, c'est assez paradoxal, parce qu'ici ce sont des demandeurs d'asile qui attendent des mois ou des années. Ils ont leur papier, voilà, vous êtes belge, c'est ça que ça veut dire. Mais puis c'est le stress, où est-ce que je vais aller en Belgique? Comment est-ce que je vais trouver mon logement? Et donc là j'ai un rôle très positif d'aider cette personne qui ne connaît pas la Belgique. Et donc c'est vraiment d'accompagner, de comprendre ce qu'elle veut, quel est son projet avec ses enfants. Et en fonction de son budget, où elle peut aller. Comme je dis d'abord en Brabant wallon, oui. C'est assez ingrat parce qu'elles sont pleines d'espoir qu'on les accueille, mais elles doivent se rendre compte qu'au niveau du logement, malheureusement avec la situation actuelle, il y a peu de propriétaires qui sont prêts à les accueillir. Et donc le but, depuis le Covid, les taux d'intérêt ont monté, les jeunes cherchent près des gares, près des transports en commun. Ici, elles n'ont pas de voiture, elles ont des enfants, elles cherchent le même endroit. Les loyers ont augmenté et donc
il y a de plus en plus de gens qui cherchent ce même créneau de location. Et donc pour les propriétaires, là où avant ils avaient une ou deux candidats de location, on pouvait les rencontrer, discuter avec eux, et puis eux se disaient, bon voilà, je vais essayer d'aider quelqu'un. Ici maintenant, il a 10 candidats et il les rencontre à peine, et donc c'est vraiment très difficile. Un autre message, je crois qu'il faut passer, c'est le CPAS, parce que quand ils vont démarrer, les réfugiés émargent au CPAS par définition, puisqu'ils n'ont pas de passé. Alors pour les propriétaires, le CPAS a très mauvaise réputation, et donc pour un propriétaire, ce genre de locataire, c'est pas facile. Et donc ici, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui démarre une nouvelle vie, qui a une volonté de faire, qui veut y arriver, qui va y arriver, et donc tout ce qu'ils veulent, c'est rester là, démarrer leur nouvelle vie, et par définition, ils vont payer leur loyer. Et donc il faut passer le message aux propriétaires, il y a CPS et CPAS. Et une femme qui veut démarrer une nouvelle vie, réfugiée, il faut lui donner sa chance. Mes projets aujourd'hui, je voudrais bien trouver un logement pour pouvoir entamer un nouveau départ, une nouvelle vie avec ma fille. Donc je voudrais exceller dans le métier que j'aime bien, qui est l'interprétariat, que je fais depuis 2018 jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Mais vu ma situation administrative, je ne pouvais pas être engagée. Mais aujourd'hui, j'ai une promesse d'embauche qui dit bien qu'une fois que je quitte Caritas et que je trouve un logement à Liège ou aux alentours de Liège, je serai engagée. Donc j'ai cette promesse d'embauche avec moi ici. Mais même avec cette promesse d'embauche, ils ne veulent pas. Ils veulent seulement des fiches de paye des personnes qui travaillent. Donc, une fois qu'ils entendent que tu es au CPS, pour eux, tu ne vas que rester au CPS pendant toute ta vie ou que tu n'as pas de projet ou que même avec la promesse d'embauche que j'ai, ils pensent que c'est juste une façon d'octroyer le logement et après c'est bon. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Moi, j'ai mes projets et j'ai mes ambitions. J'ai envie d'entamer un nouveau départ avec ma fille. Voilà pour cette visite au logis de Louvrange, donc un centre géré par Caritas International. Gilles Knockaert, Caritas, effectivement, une de ses missions, c'est d'accueillir, essayer d'intégrer, d'accompagner les personnes en demande d'asile. Comment ces femmes que nous avons vues dans le reportage, ces femmes en difficulté, arrivent concrètement chez nous en Belgique ? Très concrètement, elles arrivent par la route, dans certains cas aussi par l'avion, avec la possibilité d'introduire une demande d'asile. Elles viennent frapper à la porte de l'Office des étrangers en disant « je sollicite la protection internationale de la Belgique » et c'est dès lors fait d'asile, l'agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile qui prend le relais. Comment est-ce qu'elles arrivent chez Caritas? Dans le cas des résidentes des logis des Louvranges, ma collègue Amandine est assez claire à ce sujet-là. Il s'agit de femmes isolées avec enfants qui ont été victimes de violences, qui ont subi un traumatisme, qui ont éventuellement fait les frais d'une agression sexuelle dans un centre collectif. Et elles vont trouver à Louvrange un havre de paix. C'est un mot qu'on utilise beaucoup là-bas pour se reconstruire et travailler à l'autonomie de ces personnes. C'est vraiment le mot-clé de l'action de Louvrange, comme Amandine l'expliquait, mais c'est aussi un fil rouge dans toutes nos actions d'accueil à travers tout le pays. Alors de manière plus générale, qu'est-ce qui pousse des personnes hommes, femmes, parfois des mineurs aussi, à quitter leur pays pour venir demander l'asile en Belgique ou dans l'Union européenne? Certains pensent qu'en fait, c'est plutôt de la migration économique. Qu'est-ce que vous répondez à ça? La migration est un phénomène complexe et la réponse que je vais vous donner l'est aussi un petit peu. C'est difficile de faire un portrait robot du migrant. C'est pas comme ça que ça va. Alors ce qui peut nous aider dans ces cas-là, c'est peut-être de regarder la loi. Dans ce cas-ci, la Convention de Genève. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que un État peut se prononcer pour la protection d'une personne à partir du moment où cette personne a des raisons de croire qu'elle va être persécutée individuellement, par exemple parce qu'elle appartient à un groupe social ou parce qu'elle a des convictions religieuses, ou alors pour des motifs plus communautaires, par exemple du fait de son orientation sexuelle, ou justement parce qu'on est une femme et qu'on est au risque de mutation génitale dans son pays d'origine. Il y a évidemment aussi les victimes de guerre. Alors en pratique, en Belgique, qu'est-ce que ça signifie? On regarde la réalité des chiffres du CGRA, donc l'instance d'asile pour la Belgique. On se rend compte que la plupart, le top 3 des nationalités qui demandent la protection de la Belgique sont la Syrie, l'Afghanistan et
Un petit trou. Désolé. Je ne pourrais pas vous aider. Mais donc, mais on ne se rend pas toujours compte. Mais pour des personnes qui arrivent comme ça, c'est un vrai parcours du combattant. On le voit dans le reportage. Tout à fait. La première étape du combat pour le moment, c'est qu'on est dans une situation de crise de non-accueil. Donc ça veut dire que depuis 3 hivers d'affilée, 4000 personnes aujourd'hui sont privées d'accueil en Belgique. Donc c'est déjà un départ qui est difficile dans ce nouveau pays d'accueil. Après, pour les personnes qui arrivent, c'est souvent une expression que beaucoup de collègues utilisent, c'est celle du deuil. Faire le deuil d'une vie passée, faire le deuil d'un avenir qu'on pensait acquis dans son pays d'origine, et trouver les ressources pour apprendre une langue, se recréer un réseau et finalement trouver la dynamique qui va permettre de se relancer, de reprendre une nouvelle vie, sachant qu'on a laissé derrière soi aussi une partie de la famille, une famille qui est toujours présente dans les têtes. Donc, en termes psychologiques et de traumatisme, on ne peut pas négliger la douleur et la difficulté du parcours de ces personnes. Ce qui est important pour nous, c'est qu'elles continuent d'avoir la possibilité de solliciter cette protection internationale. Et on se rend compte que de plus en plus l'Union européenne a tendance à élever des barrières, à monter des frontières et faire en sorte que les personnes qui ont vraiment besoin de cette protection internationale y échappent. Alors, parmi les personnes qui viennent demander l'asile chez nous, il y a aussi des mineurs, on les appelle des mineurs non accompagnés. Évidemment, chaque situation est différente, mais qu'est-ce qui peut pousser cette fois un jeune mineur? Comment est-ce qu'ils arrivent ici et qu'est-ce qui les pousse à arriver ici? Notre compréhension du phénomène et que les raisons de quitter son pays quand on est un mineur ne sont pas très différentes de quand on est majeur. Et encore une fois, vous allez vous rendre compte que la plupart de ces mineurs, ils sont syriens, ils sont érythréens et ils viennent de pays en conflit. Il y a une constante, une invariable, c'est souvent des décisions déchirantes qui poussent une famille ou un jeune seul à prendre le chemin de l'exil. Et on est d'autant plus vulnérable qu'on est seul et qu'on est mineur livré à ce trajet, parfois venant de l'Afghanistan jusqu'à l'Europe, jusqu'au Royaume-Uni, et éventuellement, c'est compliqué et c'est assez bien documenté, les sévices dont ces personnes font les frais. C'est important de savoir, ils sont environ 3000 par an à arriver en Belgique. Ils ne sont pas tous demandeurs de rester en Belgique. La Belgique est souvent vécue comme un pays de transit. Et nous, notre rôle en tant que Caritas International, c'est d'identifier ces personnes en situation de vulnérabilité, à risque, pour faire en sorte de les poser, trouver l'opportunité finalement de leur expliquer les droits et les opportunités qui sont face à eux. Parfois, des mineurs peuvent être aussi la proie de traite d'êtres humains, dans le pire des cas. Il y a vraiment beaucoup de dangers qui les guettent. C'est un vrai enjeu de protection de la personne. Ça vaut aussi pour les femmes. Donc, ça veut dire que c'est un enjeu aussi de gagner la confiance de la personne et de faire en sorte qu'une personne qui a fui une autorité, souvent dans son pays, puisse faire confiance à une autorité administrative, une autorité policière ou même un travailleur social pour pouvoir justement créer cet espace de sécurité qui va permettre de prévenir ce genre de situation. Alors aussi, parmi les soupapes de sécurité, il y a des personnes qui accompagnent des mineurs non accompagnés. Justement, Éric de Broer, c'est votre cas. Depuis quelques années, vous accueillez, vous accompagnez plus exactement un jeune. Qu'est-ce qui vous a amené à être, vous, porté volontaire pour accompagner un jeune comme ça? En fait, il y a quelques années, la presse a pas mal relayé les difficultés migratoires. Il y avait eu quelques catastrophes en Méditerranée. On a vraiment été interpellés par la question. Et à l'époque, on a accueilli des migrants chez nous plusieurs fois. Mais on trouvait que c'était une relation un peu éphémère. C'était chaque fois une nuit ou deux. Ils essayaient tous de passer en Angleterre. Et on était vraiment sensible à la question, à la cause. Mais on aurait souhaité rencontrer les gens de manière plus profonde et plus durable. Et une copine m'a mis au courant que Caritas lançait le projet de parrainage. Et donc, on a pris contact. Et voilà, on était une vingtaine de personnes. On a eu quelques soirées de formation. On nous a mis en contact avec un jeune. Et puis voilà. Et ce n'est pas seulement vous qui accueillez, donc c'est toute votre famille qui est impliquée en fait, dans cet accompagnement. Alors, c'est vrai. C'est notre famille avec nos enfants, mais c'est aussi la famille tout à fait élargie. Donc, en fait, on a essayé d'éduquer nos enfants avec cette notion de multiculturalité et de découverte des autres cultures. Nos 3 enfants sont chacun partis en échange après leur réto, une année en famille d'accueil à l'autre bout du monde. Donc, quand on leur a proposé ce projet, à mon avis, ils n'ont pas été surpris. Et puis, ils ont tout de suite adhéré. Alors, l'avantage, c'est que le jeune dont on s'occupe, il s'appelle Bara, je vais l'appeler Bara, a tout de suite rencontré tous les copains et les copines de nos enfants, il a rencontré toute ma famille, il a rencontré toute la famille de mon épouse. On essaye de lui faire profiter de notre réseau, en fait. Comment se passe concrètement cet accompagnement? Donc, il y a effectivement tous les réseaux, mais il y a des tâches, entre guillemets, spécifiques qui vous reviennent comme volontaire?
Le mot accompagnement est bien choisi parce qu'en fait, nous n'avons aucune responsabilité sur lui. Il ne loge pas chez nous. C'est plus une présence à déterminer au desiderata de chacun. Donc nous, on se voit plus ou moins toutes les semaines. Il est évidemment souvent venu loger à la maison, mais si on va au cinéma, on lui dit « tu veux venir avec nous au cinéma ?» Il vient avec nous, on va voir un spectacle, tu veux venir avec nous. Dernièrement, alors, il est devenu entre-temps majeur, il nous a demandé de lui apprendre à conduire, et donc on lui apprend à conduire. Ça, c'est évidemment beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est avec plaisir. Et donc, c'est vraiment un enrichissement mutuel, parce que lui aussi, lui, il apprend beaucoup de vous, mais c'est réciproque, j'imagine. Ah oui, tout à fait, c'est très enrichissant. Ça nous permet d'élargir notre vision sur le monde, je dirais, d'apprendre une autre culture, mais aussi une autre situation à laquelle nous n'avons jamais été confrontés. Alors on ne veut pas être intrusif, mais de temps en temps on en parle et oui, c'est très enrichissant. Est-ce qu'avec cette expérience, votre regard sur la migration a changé? Alors ça, certainement, parce qu'une chose est de voir des foules à la télévision, on se dit « oh là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Autre chose est d'avoir un contact personnalisé avec une personne, et une fois que vous avez ce contact avec une personne, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un comme vous et moi. Il a un nom, il a un prénom, il a une famille, il a une histoire, il a des objectifs dans la vie, etc. Et donc ça humanise la migration. C'est un bel exemple qu'on entend là. Est-ce que beaucoup de personnes, Gilles Knockaert, comme Éric de Brouwer, acceptent d'accueillir comme ça des personnes? Derrière Éric et sa famille à Liège, il y a une trentaine de personnes et d'autres familles qui ont fait justement le pari du parrainage. On appelle ça des buddies chez nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on en cherche encore. Donc il y a une vingtaine de mineurs étrangers non accompagnés, là maintenant, qui ont trouvé un accueil chez Caritas. Ils ont un référent social, des accompagnants sociaux qui vont travailler avec eux sur leurs procédures, sur le travail administratif et pédagogique. Mais Éric l'explique très bien, c'est souvent dans les petites choses que les différences se font. Simplement prendre le temps de pouvoir comprendre les us et les coutumes de la Belgique, savoir ouvrir son réseau, comment je trouve un job étudiant, un club de sport, par où je commence, toutes ces choses qui vont faire en sorte que la personne après va voler de ses propres ailes. Donc voilà, merci à Éric et aussi à tous les autres qui entendent aujourd'hui cet appel. Nous, notre conviction chez Caritas, c'est pour faire fonctionner la migration, on a besoin de chacun et que voilà, ça commence aussi au seuil de sa porte, littéralement. Éric de Brouwer, d'après votre expérience, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour un jeune qui arrive comme ça chez nous? Différentes choses. La solitude, le fait de se retrouver sans sa famille, dans une autre culture. Alors, il y a ça, bien sûr. Et au début, quand il venait chez nous, on le reconduisait après. Il nous disait « oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir d'être dans une famille ». Donc, je pense que la solitude a dû peser. Et puis alors après, il y a toute une série de difficultés qui arrivent. Et c'est là où on essaye d'apporter un éclairage. Je pense qu'on est complémentaire avec Caritas, qui est plutôt l'organe professionnel. J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Par exemple, donc, il était dans l'enseignement de transition. Il a raté sa 4e. Évidemment, il y avait la difficulté de la langue au début. Et puis après, donc, il a réussi sa 2e, 4e, si je puis dire, mais avec une restriction. Donc, il ne pouvait plus rester dans l'enseignement de transition. Il devait aller soit dans l'enseignement qualification, soit de promotion sociale, etc. Donc, on a réfléchi avec lui, le choix d'école, le type d'enseignement, qu'est-ce que tu souhaiterais faire dans la vie, qu'est-ce que tu aimes bien, quels sont tes hobbies, etc. Un peu comme on fait avec nos propres enfants, en fait. Une autre difficulté, alors, c'est le regroupement familial. Donc, c'était un peu l'objectif, c'est qu'il parte en Europe et s'il y parvenait, que sa famille le rejoigne après. Donc, l'été dernier, sa famille l'a rejoint. L'objectif est atteint, mais ça ne veut pas dire que les difficultés sont terminées. Parce qu'alors, il y a d'autres difficultés. D'abord, le logement. Vous imaginez bien qu'une famille qui arrive de Syrie, qui ne parle pas français, qui émarge au CPAS, ce n'est pas les clients préférés des propriétaires. Et puis alors, il y a toute une série de tensions qui sont nées, qu'on ne soupçonne pas,
par exemple, il joue un peu le rôle du père, c'est-à-dire que voilà, il a un petit frère, une petite sœur, il faut aller rechercher le bulletin à l'école, ben, c'est lui qui doit y aller, ses parents ne parlent pas français. Alors, ils suivent des cours intensifs et je pense que ça va aller, mais au début, c'est lui qui doit y aller. Il a fallu aller chez le médecin avec le petit frère, c'est lui qui doit aller avec sa maman. Et du coup, il joue un peu le rôle du père, ce qui le frustre, et le papa est frustré aussi parce que son fils joue son propre rôle qu'il n'est pas capable d'assumer. Ça génère des tensions difficiles. On l'a vu effectivement aussi dans le reportage, hein, une grosse difficulté, c'est de trouver un logement une fois que les personnes ont obtenu l'asile, entre guillemets. Quelles sont les autres grandes difficultés pour les personnes réfugiées une fois qu'elles ont obtenu le statut ? Ouais, peut-être pour remettre encore une couche sur cette difficulté du logement et cette importance du logement, notre expérience de terrain, c'est avec un toit sur la tête que tout commence. Vous frappez ensuite à la porte de la commune, vous ouvrez des droits et des devoirs. À partir de ce moment-là, vous entamez la scolarité des enfants, vous replacez sur le marché du travail. Mais imaginez les difficultés, en effet, la barrière de la langue, la barrière financière, la barrière de la discrimination. Et pourtant, ces étapes sont essentielles avant d'entamer la suite du trajet. Donc la question des langues dont parlait Eric en est une. L'offre augmente, mais elle n'est pas toujours aussi suffisante. Et une préoccupation aussi pour nous, pour encore parler de ces mineurs, c'est le manque de place dans les classes d'ASPA, les classes passerelles justement, où on reprend la vie scolaire qui a été mise entre parenthèses du fait de l'exil. Et c'est un étrier fondamental pour être mis en selle pour la suite. Donc n'oublions pas ces jeunes et leur scolarité. Alors la question de l'accueil des réfugiés, des migrants est vraiment une préoccupation pour beaucoup de nos concitoyens. Est-ce que, voilà, pour poser la question comme ça, la Belgique peut accueillir tous les demandeurs d'asile qui arrivent ici ? Certains disent non, on ne peut pas accueillir tout le monde. Peut-être une idée fausse à laquelle on peut tordre le cou. Seuls 7% des demandeurs de protection internationale frappent à la porte de l'Union européenne. Parmi eux, ils sont 3% à demander spécifiquement à la Belgique. Ça veut dire que les demandeurs d'asile, c'est 0,3% de la population belge. Si vous avez le stade Roi-Baudouin qui est rempli, ça fait plus ou moins 100 personnes. Donc ça permet peut-être aussi de tordre un petit peu, de remettre les proportions à leur place. L'autre chose, c'est que la Belgique a un engagement moral et légal à protéger les personnes qui sollicitent sa protection, mais que toutes les personnes ne seront pas non plus protégées. On est en plus ou moins un taux de reconnaissance de 30 à 50% selon ces conflits. Évidemment, une personne syrienne a plus de chances d'obtenir un statut de protection qu'une personne qui vient dans un pays qui n'est pas en situation de guerre, ou si la personne ne peut pas justement témoigner du fait qu'elle est susceptible d'être menacée dans son pays d'origine. Donc il faut aussi mettre ça en perspective et aussi voir le côté positif de la migration. On en est aussi les témoins. Les migrants contribuent à la société. C'était justement la question suivante. Souvent, on entend cette idée que les personnes viennent pour profiter du système, qui sont un poids pour la société, alors qu'en fait, aussi bêtement, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de métiers en pénurie, donc il y a de réelles opportunités économiques. Oui, c'est pour pas... nous comme pour eux. Et ce n'est pas Caritas International qui le dit, c'est la Banque nationale de Belgique qui dit que le solde migratoire est positif. Cela signifie qu'ils contribuent tant à l'économie du pays qu'à l'économie de leur pays d'origine. Rien que ce qu'on appelle les remittances, donc ce que les migrants envoient à leur famille rester des réels, ça dépasse le montant global de l'aide au développement de la Belgique. Donc ce n'est pas du tout insignifiant, ça peut être aussi une histoire qui fonctionne. Ce qu'on constate, c'est que la plupart des demandeurs d'asile travaillent déjà pendant leur parcours d'accueil. C'est une nouveauté. Fait d'Asile estime qu'en 2022, ils étaient près de 55% ceux capables et en âge de travailler effectivement sur le marché du travail. Un petit souci, encore une fois, pour débloquer le plein potentiel de cette migration, on voit souvent ces personnes qui sont souvent qualifiées être réduites à des emplois précaires, à des emplois d'intérimaires, à des emplois dans lesquels ils ne valorisent pas leur talent. Et on a aussi l'impression qu'il y aurait moyen de mieux faire pour encore mieux faire, débloquer le potentiel de cette migration. Et ça suppose un effort des deux parties. Vous diriez que la plupart des personnes réfugiées arrivent à s'intégrer économiquement, peut-être une idée de pourcentage, mais voilà, est-ce que la plupart des personnes s'en sortent ?
La plupart des personnes s'en sortent et sont là pour contribuer. Il faut repasser les choses dans leur contexte. Personne ne quitte son pays de gaieté de cœur. Et la première chose qu'on fait quand on arrive dans un pays d'accueil, c'est d'essayer de se relancer pour contribuer, pour s'autonomiser, pour soutenir la famille. On se rend compte, par exemple, que les personnes migrantes ont plus tendance à avoir un profil d'entrepreneur que la population belge de souche. C'est un principe de réalité. On se démène pour finalement pouvoir reprendre sa vie là où on l'a laissé. Alors on arrive tout doucement au terme de cette émission. Éric de Broer, j'avais encore envie de vous demander qu'est-ce que vous pourriez dire à nos téléspectateurs pour les encourager à peut-être devenir accompagnants d'une personne, éventuellement d'un jeune, d'un mineur, comme vous l'avez fait? Ce n'est absolument pas lourd. Probablement que des gens se disent « Oh là là, je vais mettre quelque chose à dos ». Pas du tout. Vous rencontrez une personne de temps en temps, comme vous rencontrez vos copains, etc. Et ça permet de rencontrer quelqu'un de sympathique, de très intéressant, de très intéressé. Et donc c'est un échange, en fait. Donc ce n'est absolument pas lourd. Et puis, c'est un petit peu à la carte, en fonction, comme je disais, des desiderata de chacun. Si on se voit une fois par mois, c'est très bien. Si on se voit tous les jours, c'est très bien. C'est à chacun de déterminer un petit peu la manière dont il veut fonctionner. Gilles Knockart, dernière question pour vous. Comment, de manière plus générale, comme citoyens, pouvons-nous participer concrètement à l'accueil et à l'intégration des personnes en demande d'asile ou des personnes déjà réfugiées chez nous? La solidarité internationale, elle commence vraiment au seuil de votre porte. Voilà. Beaucoup de personnes, pour le moment, viennent nous trouver en disant « Que peut-on faire face à Gaza, face au désastre au Proche-Orient ?» La Belgique accueille des Palestiniens. Il y a des Palestiniens qui, comme Bara avec Eric, auraient aussi besoin de ces relais de citoyenneté qui vont faire en sorte que ça prenne. Alors ça peut se faire auprès de votre CPAS, dans le centre d'accueil à proximité de chez vous. Alors vous venez sur le site de Caritas International et vous verrez, on cherche des buddies à Liège, on cherche des personnes à Ransard qui pourront faire de l'école de devoirs, on cherche des personnes qui vont piloter, on cherche des personnes qui vont aider à trouver ce logement. Voilà, encore une fois, il y a des places à prendre et on a la conviction que tout commence par la rencontre quand justement, comme le disait Eric, on voit la personne derrière la statistique. Gilles Knockart, Éric de Broer, un tout grand merci de nous avoir partagé votre expérience, votre expertise aussi par rapport à cette question de l'asile et de la migration chez nous en Belgique. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous pour cette émission. Vous souhaitez en savoir plus sur les activités de Caritas International, vous trouverez leur site internet sans difficulté. Et si vous souhaitez revoir cette émission, comme d'habitude, rendez-vous sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. À très bientôt pour une prochaine émission. Portez-vous bien.